Oran, place d'armes, 10 000 soldats français marchent sous le soleil d'Algérie. Leurs fusils MAS-36 brillent comme une forêt d'acier. Au centre marchent les officiers sur des jeeps, leurs visages durs comme la pierre, leurs yeux vides de trop de villages brûlés. La République française en 1956, un pays qui refuse d'appeler guerre ce qui est une guerre, qui nomme cela des opérations de maintien de l'ordre. Cette histoire commence en 1937 dans un petit village de Normandie, où un garçon entend pour la première fois le mot Algérie, sans savoir que ce mot signifiera toute sa vie brisée. Ceci est la vérité derrière le silence. Le vrai prix d'une vie dans la guerre que la France a voulu oublier dès qu'elle s'est terminée. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire sur quel sujet tu veux la prochaine vidéo. Je crée ce contenu pour toi. Tu nais en 1937 dans un village normand nommé Sainte-Mère-Église, le troisième enfant d'un fermier qui possède 15 hectares de terre et gagne à peine de quoi nourrir sa famille. Ton père est un homme taciturne, au dos voûté, qui travaille du lever au coucher du soleil et qui devient chaque année plus pauvre à cause des impôts et des mauvaises récoltes. Ta mère met au monde 7 enfants, mais seulement 4 survivent la première année et elle garde toujours ce regard triste de celles qui ont trop enterré. Vous vivez dans une maison de pierre avec 3 pièces où toute la famille dort ensemble pour se tenir chaud pendant les hivers normands qui n'en finissent jamais. Enfant, tu apprends à traire les vaches, semer le blé, réparer les clôtures et tu apprends à avoir faim quand la récolte est maigre ou que le prix du lait s'effondre. Le curé t'enseigne que Dieu a voulu l'ordre du monde ainsi, que certains commandent et d'autres obéissent, et que la soumission est la plus haute des vertus chrétiennes. Tu apprends à lire sur le catéchisme, la seule éducation qu'un fils de paysan mérite, et les mots te disent que la souffrance est le chemin vers le royaume des cieux. En juin 1944, quand tu as 7 ans, les Américains débarquent à 2 km de chez toi, et ton village devient un champ de bataille pendant 3 jours et 3 nuits. Tu te caches dans la cave avec ta famille pendant que les obus tombent sur les maisons et que les mitrailleuses crépitent dans les rues comme une pluie de fer. Ton frère aîné Michel est tué par un éclat d'obus dans la cour de la ferme. Il a 13 ans et il meurt en quelques minutes dans les bras de ta mère. Après la guerre, la vie reprend lentement. Les Allemands sont partis, les Américains aussi. Mais ton village reste pauvre et ton père reste courbé sur ses champs. Tu grandis dans la France de l'après-guerre. Une France qui reconstruit ses villes mais oublie ses paysans. Une France qui parle de modernité mais te laisse labourer avec un cheval. À l'école communale, t'es un élève moyen. T'apprends juste assez pour comprendre les journaux et signer ton nom, parce qu'un fils de fermier n'a pas besoin de plus. L'instituteur parle parfois de l'Empire français, de l'Algérie qui est la France, des indigènes qu'il faut civiliser, et tu ne comprends pas vraiment ce que cela signifie. En 1954, tu as 17 ans, et tu travailles à plein temps sur la ferme avec ton père. Tu sais que tu hériteras de ces 15 hectares, et que tu mourras probablement sur cette terre. Cette année-là, la radio parle d'incidents en Algérie, d'attentats terroristes, de fellagas. Mais c'est loin et abstrait, comme les leçons de géographie à l'école. En 1955, la situation s'aggrave. Le gouvernement parle de rétablir l'ordre. Et ton père dit que c'est encore une histoire de politicien. Mais en janvier 1956, tu reçois ta feuille de route, ton ordre d'incorporation dans l'armée française, ta convocation pour le service militaire de 18 mois. Tu as 19 ans, tu n'as jamais quitté la Normandie, et maintenant on t'envoie de l'autre côté de la Méditerranée pour une guerre qu'on refuse de nommer ainsi. L'adieu à tes parents est sec, sans larmes, parce que les paysans n'ont pas appris à pleurer, et parce que chacun sait que ceci est peut-être un adieu définitif. Tu montes dans un train bondé de jeunes hommes comme toi, des appelés qui partent pour l'Algérie, avec leur peur et leur ignorance, et leurs illusions de revenir intacts. Le voyage dure 3 jours. D'abord le train jusqu'à Marseille, puis le bateau jusqu'à Oran. Et pendant tout ce temps, tu vomis à cause du mal de mer et de la peur. À Oran, tu débarques sous une chaleur qui te frappe comme un mur. Une chaleur que tu n'as jamais connue en Normandie. Une chaleur qui fait danser l'air devant tes yeux. On te donne un uniforme léger, un casque lourd, un fusil MAS-36 et 3 jours d'instruction sur comment ne pas te faire tuer par des ennemis invisibles. Le sergent, un Corse à son 3e séjour, explique que les fellagas ne portent pas d'uniforme et se cachent parmi les civils. Il dit que les règles de la guerre ne s'appliquent pas ici, que Genève, c'est pour les guerres entre blancs, que contre les Arabes, il faut être impitoyable ou mourir. On t'envoie dans les Aurès, les montagnes où la rébellion a commencé, où chaque rocher peut cacher un tireur et où chaque village est potentiellement hostile. Ta première mission est un ratissage, une opération de nettoyage d'un village suspecté d'abriter des rebelles. Et tu marches en colonne avec ton section à travers des chemins de montagne.
Le village s'appelle Boussada. 30 maisons blanches accrochées à la montagne, des femmes en haïk qui te regardent passer avec des yeux impénétrables et hostiles. Le lieutenant ordonne de rassembler tous les hommes sur la place et vous fouillez les maisons une par une, renversant tout, cherchant des armes, des munitions, des traces de félaga. Tu ne trouves rien, sauf de la pauvreté, des maisons en terre battue où vivent des familles entières dans une seule pièce. Une pauvreté qui te rappelle celle de ton enfance. Mais le lieutenant fait arrêter 5 hommes au hasard, parce qu'il faut des suspects, parce qu'il faut des résultats, parce que c'est comme ça que marche cette guerre. Ces hommes sont emmenés au poste pour interrogatoire. Et tu apprends vite ce que signifie le mot « interrogatoire » dans cette guerre sans règles et sans témoins. Le capitaine Marchais, un officier parachutiste qui a fait l'Indochine, dirige les interrogatoires dans une pièce au sous-sol du poste où personne ne peut entendre les cris. Tu montes la garde dehors la première fois, mais tu entends les hurlements et le bruit de la gégène, le générateur qu'on utilise pour électrocuter. Le sergent t'explique que c'est nécessaire, que ces méthodes sauvent des vies françaises, que la torture est un mal nécessaire dans une guerre où l'ennemi ne joue pas selon les règles. La deuxième fois, on te fait entrer dans la salle pour tenir le prisonnier pendant qu'un autre soldat attache les électrodes. Et tu découvres que tu es capable de ça. L'homme hurle 20 minutes avant de parler, puis donne des noms que personne ne peut vérifier. Peut-être ceux de ses ennemis, plutôt que de vrais rebelles. Tu apprends que dans cette guerre, tout le monde ment. Les prisonniers sous la torture, les officiers dans leurs rapports, le gouvernement à Paris. En mai 1957, ton unité est transférée à Alger pour participer à la bataille d'Alger. L'opération pour démanteler le FLN dans la capitale par tous les moyens nécessaires. Le général Massu commande l'opération et tu découvres que la torture n'est plus un secret honteux, mais une méthode officiellement encouragée pour obtenir des renseignements rapidement. Vous faites des rafles la nuit, vous enfoncez des portes, vous arrêtez des suspects sur la base de dénonciations anonymes ou de simples soupçons ethniques. Un soir, tu participes à l'arrestation d'une femme, Jamila, accusée de poser des bombes. Et tu la regardes se faire interroger pendant des heures sans jamais avouer quoi que ce soit. Elle est torturée 3 jours, puis donne l'adresse d'une cache. Et vous trouvez des explosifs et des détonateurs dans l'appartement indiqué. Le capitaine dit que cela prouve que les méthodes fonctionnent, que chaque attentat évité justifie les moyens employés. Et tu commences à croire que peut-être il a raison. Mais Jamila meurt 2 semaines plus tard à l'hôpital, officiellement de complications, officieusement parce qu'on l'a torturée à mort. Tu assistes à ton premier cas de corvée de bois en août 1957, l'euphémisme que les soldats utilisent pour parler des exécutions sommaires de prisonniers. 5 hommes sont emmenés dans les collines au-dessus d'Alger, officiellement pour une corvée de ramassage de bois de chauffage, mais tout le monde sait ce qui va se passer. Les hommes sont abattus d'une balle dans la nuque et enterrés dans une fosse peu profonde que vous creusez à la lumière des phares du camion. Le sergent dit que c'est nécessaire, qu'on ne peut pas faire de prisonniers, qu'il n'y a pas de prison assez grande pour tous les suspects, que c'est eux ou nous. Tu apprends à ne plus penser, à exécuter les ordres mécaniquement, à boire suffisamment le soir pour dormir malgré les cauchemars qui commencent à peupler tes nuits. En 1958, tu es témoin du bombardement au napalm d'un village des Aurès, suspecté d'être une base rebelle. Et tu vois les corps carbonisés des villageois qui n'ont pas eu le temps de fuir. Parmi les morts, il y a des enfants, des vieillards, des femmes. Et le lieutenant dit que c'est regrettable, mais que c'est la faute du FLN qui se cache parmi les civils. Tu écris à ta mère une lettre où tu dis que tout va bien, que le climat est agréable, que tu seras bientôt de retour. Et tu ne mentionnes rien de ce que tu as vu et fait. En 1959, ton service de 18 mois est prolongé de 6 mois à cause de l'intensification du conflit. Et tu acceptes cette nouvelle sans réaction, parce que tu es déjà mort à l'intérieur. Tu participes à des dizaines de ratissages, d'interrogatoires, de corvées de bois, et tu ne comptes plus combien de villages tu as fouillés, ni combien d'hommes tu as aidé à torturer ou tuer. Les nuits où tu arrives à dormir, tu rêves des hurlements des prisonniers, des visages des hommes que tu as abattus, des yeux des enfants dans le village brûlé. En juin 1960, tu es enfin démobilisé et tu prends le bateau pour Marseille. Et pendant toute la traversée, tu restes sur le pont à regarder la mer sans penser à rien. À Marseille, personne ne t'accueille en héros. Il n'y a pas de fanfare ni de discours, juste un ordre de démobilisation et un billet de train pour la Normandie. Tu rentres chez tes parents qui ont vieilli de 10 ans en 2 ans et ils te posent des questions auxquelles tu ne peux pas répondre parce que tu ne sais pas comment leur expliquer. Ton père dit que c'est fini maintenant, que tu peux reprendre la ferme, que la vie continue. Et tu hoches la tête sans dire que tu sais que rien ne sera jamais pareil. Tu essaies de travailler au champ, mais tes mains tremblent.
Tu essaies de dormir, mais les cauchemars te réveillent. Tu essaies de parler, mais les mots restent coincés dans ta gorge. Les autres anciens d'Algérie du village ne parlent jamais de la guerre. Et tu comprends vite que c'est un sujet interdit, que la France veut oublier cette guerre honteuse. Tu bois de plus en plus pour faire taire les voix dans ta tête. Le vin rouge au déjeuner, le calvados le soir, n'importe quoi pour arrêter de penser et de te souvenir. En 1962, les accords d'Évian mettent fin à la guerre. L'Algérie devient indépendante et la France fait semblant que les 8 dernières années n'ont jamais existé. On ne parle jamais de guerre d'Algérie, seulement d'événements d'Algérie, comme si appeler les choses par leur nom rendrait la honte trop réelle et trop proche. Tu te maries en 1963 avec une fille du village qui ne sait rien de l'Algérie et qui ne pose jamais de questions parce qu'elle sent que tu ne veux pas répondre. Vous avez 2 enfants que tu aimes, mais avec qui tu ne sais pas parler, parce que tu as oublié comment être humain pendant ces années en Algérie. Les années passent et tu continues à travailler la ferme comme ton père avant toi. Mais une partie de toi est restée là-bas, dans les montagnes des Aurès avec les morts. Tu ne racontes jamais à tes enfants ce que tu as fait en Algérie. Et quand ils demandent, tu dis simplement que tu as fait ton service militaire et que c'était difficile. La nuit, parfois, tu te réveilles en sueur, avec les hurlements des prisonniers dans tes oreilles et l'odeur du napalm dans tes narines, et tu sais que tu ne seras jamais libre. En 1999, la France reconnaît officiellement qu'il s'agissait d'une guerre. Mais pour toi, ce changement de vocabulaire arrive 40 ans trop tard. Tu meurs en 2005, à 68 ans, d'un cancer du foie causé par des décennies d'alcoolisme. Et sur ta pierre tombale, il y a juste ton nom et tes dates, sans mention d'Algérie. Tes enfants ne sauront jamais vraiment ce que tu as vécu, ce que tu as fait, ce que tu es devenu dans ces montagnes d'Afrique du Nord où la France a envoyé sa jeunesse mourir. Ceci est la vérité sur la guerre d'Algérie. Une guerre que la France a voulu oublier. Une guerre où des jeunes hommes sont devenus des bourreaux et des victimes, simultanément. Une guerre où 2 millions de jeunes Français ont été envoyés torturés et tués au nom de la République. Et où personne n'a voulu parler pendant des décennies. Cette histoire a existé. Elle était réelle. C'était une guerre, pas une opération de police. Et elle a brisé toute une génération d'hommes que la France a ensuite abandonnés.